Shalom Ouvracha, et pour ceux qui nous rejoignent de Chutz Laaretz, pour vous donc c'est Yisro Chag. On connaît donc l'importance que le Rabbi a demandé à ce qu'on puisse, à la sortie donc de Shavuot, comme aujourd'hui, continuer dans les Knusei Torah, de nous retrouver à étudier les différents sujets, que ce soit des sujets de Halacha, de Hashkafa, de Chassidut, et que le fait qu'on continue à étudier, que ça soit donc un lien de Peoula Nimshechet, que ça puisse continuer comme ça, c'est-à-dire que pas simplement de venir et de se consacrer à étudier la veillée de Shavuot, comme on a l'habitude de faire, mais de continuer comme ça, pas simplement d'étudier les passages de Chumash ou de Teilim, comme on sait très bien l'importance aussi de lire le Teilim, le jour de Shavuot, les 2 jours de Shavuot en Chutz Laaretz, mais aussi d'étudier aussi la halakha le maaseh, c'est-à-dire comment la halakha elle tranche sur les différents sujets. Alors, pour qu'on puisse faire un lien et puisqu'on puisse faire donc une jonction avec ce qu'on va discuter maintenant, ce qu'on va parler concernant les lois et les interdits qui concernent toutes les problèmes donc, qui concernent les fruits et les légumes, à savoir l'obligation qu'on a de la Torah de devoir faire attention qu'il n'y ait aucune petite bête dans les aliments pour lesquels on va manger, comme on sait très bien que tout le sujet de ce que la Torah nous a ordonné de faire attention de ce qu'on doit manger, c'est Mishum Kedusha, Vekidashtem, et vous vous sanctifierez. Et Al Teshaketsu et Nafshotechem, Bechol Hasheretz Hashoretz. Donc on voit l'importance et la gravité de manger des fruits ou des légumes, comme on va voir aussi tout ce qui est lié à la nourriture, où il risquerait d'avoir là-bas toutes sortes de petites bêtes, toutes sortes de vers, toutes sortes de choses qui pourraient effectivement, même s'ils sont, comme on va expliquer, s'ils sont vus à l'œil nu, ou si on se doit aussi de le vérifier avec une loupe ou avec toutes sortes de choses qui vont pouvoir nous aider à ce qu'on puisse s'assurer qu'il n'y ait aucun insecte et aucune petite bête qui puisse se trouver dans les fruits et dans les légumes. Même chose aussi, ces interdits se trouvent aussi pas simplement au niveau des fruits et des légumes, mais même au niveau de tout ce qui est poisson, tout ce qui est viande ou même tout ce qui est rampant ou tout ce qui est bête qui viennent de l'extérieur. Et l'importance de cette mitzvah, c'est d'abord avant toute chose pour nous sanctifier et qu'on soit saint et de ne pas nous rendre impurs et de ne pas manger comme donc ceux qui ne sont pas mechouyavim, comme donc les non-juifs, qui pour eux, il n'y a pas cet interdit. Nous, on se doit de ne pas manger et de faire en sorte à ce qu'il y ait aucune bête ou aucune petite insecte qui se trouve dans la nourriture dans laquelle on va manger. Excusez-moi. Alors, comme on a expliqué, cette obligation-là, on peut la lier avec une coutume effectivement qui a pris place pour la fête de Shavuot, à savoir de manger des mets lactés. Les explications qui ont été données à ce propos, pourquoi à Shavuot on a l'habitude donc de manger tout ce qui est mets lactés. Alors effectivement, on nous dit que on apprend du pasuk Dvash vechalav tachat leshoner qu'il y a effectivement que la Torah, elle ressemble à tout ce qui est au lait et tout ce qui est au miel. Une autre explication aussi qui est rapportée, c'est que les Béné Israël, comme cette année, on a reçu de la Torah Shabbat, donc
du fait qu'ils n'avaient pas le temps de venir, une fois qu'ils ont reçu la Torah, ils n'avaient pas le temps de venir, de préparer, parce qu'automatiquement, ils étaient dans l'obligation de devoir faire la shrita. Donc, qui demandait la shrita, demandait automatiquement d'aiguiser le couteau, demandait automatiquement de faire toutes les étapes de la shrita, demandait automatiquement de cachériser la viande. Donc, toutes ces étapes-là étaient très compliquées. Pour cette raison-là, ils ont trouvé le meilleur moyen, c'est de manger un plat lacté. Effectivement, le lait ne nous demande pas toutes ces obligations. Ça, c'est une première explication. Deuxième explication, vu que c'était Shabbat, donc Shabbat aussi, on ne peut pas faire la shrita, on ne peut pas faire la melicha, on ne peut pas être metaken, on ne peut pas faire toutes ces étapes-là de préparation. Donc, le meilleur moyen pour eux, c'était de manger les mets lactés. Pour cette raison-là, on a cette coutume-là de manger à Shavuot tout ce qui est lait, laitage, etc., etc. À propos de cette obligation-là, on voit que à partir de cette loi de Bassar Bechalav, donc le Shulchan Aruch, il nous dit comment il faut faire attention de ne pas mélanger, comme si on va manger le lait, il faut qu'il y ait un certain temps où on pourra manger après de la viande, bien que on sait très bien que entre le repas de viande et le repas de lait, on devra attendre 6 heures. Dans le cas où on va manger d'abord le repas de lait et après on va manger le repas de viande. Donc à la base, le Shulchan Aruch, il nous dit qu'il suffit de se rincer la bouche. Or, effectivement, il y en a qui attendent 1 heure. Mais par contre, si on va consommer des types de fromages qui sont des fromages durs, comme on va expliquer tout de suite qu'est-ce qui est considéré comme un fromage dur, alors automatiquement, on se doit aussi de devoir attendre 6 heures. Pour quelle raison? Parce qu'il reste encore dans la bouche le goût de ce fromage qui est dur et il reste encore entre les dents. Donc pour cette raison-là, on se doit, pour des fromages durs, on se doit d'attendre aussi 6 heures. Qu'est-ce qui est appelé un fromage dur? Alors c'est un fromage qui est resté une préparation de 6 mois. Automatiquement, il a fermenté, automatiquement, il a pris une tournure où vraiment donc il est devenu ce qu'on appelle donc un fromage dur. Et aussi un autre élément qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, c'est metulat. Ça veut dire que le fromage va dégager des vers. C'est-à-dire qu'il va arriver à un stade de moisissure jusqu'à un stade où il va dégager des vers. Alors, aujourd'hui, il n'existe pas vraiment, on ne peut pas appeler les fromages qui sont vendus, vu que il passe une préparation qui est une préparation assez rapide. Donc, même si on va utiliser des enzymes, même si on va utiliser des éléments qui sont donc des ferments, qui sont effectivement des ferments à la base de fromages qui sont restés donc une période très longue de 6 mois. Aujourd'hui, la plupart des fromages, du moins dans le kasher, il ne va pas passer donc cette étape de fermentation. Donc automatiquement, la plupart des fromages ne nous obligent pas de devoir attendre 6 heures. La plupart des fromages qui sont vendus, il suffira donc d'attendre 1 heure. C'est ce qu'on appelle donc le passage d'un repas à un autre. Bien sûr, on devra faire Birkat Hamazon. Une fois qu'on revient de la synagogue, de la choule, on commencera donc à manger le repas lacté, le repas de lait. Puis après, on fera le Birkat Hamazon et on devra attendre 1 heure pour passer au repas de viande. Il est clair qu'à Shavuot, on a aussi cette obligation de manger de la viande, de boire du vin. Le repas de viande est Mishum Vesamarta Bechagecha. On se doit donc de se réjouir. Ben Simcha Ela Bebassar Veyain. La Simcha ne peut se faire qu'avec de la viande et du vin. Donc, par rapport à ce sujet-là, on va relier, on va faire une jonction
avec le cours qu'on va donner maintenant, à savoir quelle est l'obligation de devoir faire attention aux fruits et aux légumes que la personne elle doit consommer. Et on peut lier ça aussi avec ce din qui est rapporté dans le Shulchan Aruch à propos d'un fromage où il y a là-bas des vers qui ressortent du fromage. Alors, le Rama, il ramène dans Yoredei Asiman Pedalet, le Seif Tetzain, il écrit comme ça, que si ces vers-là, ils se sont donc créés par eux-mêmes, du fait qu'ils ne rentrent pas dans une catégorie de Gidoulé Karka, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas, ils ne sont pas liés à la terre, ils ne sont pas liés donc à ce qu'on appelle Gidoulé Karka, comme on va expliquer qu'est-ce qui est appelé Gidoulé Karka, c'est-à-dire ce qui ressort de la terre, automatiquement, comme par exemple donc, les fromages, ils ne sont pas considérés comme sheretz à shoretz à la haaretz, comme la vermine, comme des vers qui ressortent, donc qui proviennent directement de la terre. Donc, par rapport à cela, même s'ils vont sortir du fromage, même s'ils vont sauter, donc automatiquement, on va les voir ressortir, alors ils seront permis. Et encore plus que cela, même s'ils sont sortis du fromage et ils sont re-rentrés, on pourra donc les manger. Par contre, d'après plusieurs avis, c'est aussi l'avis donc du Kaf HaChaim, du fait que c'est quelque chose qui va ressortir donc d'un élément, ça veut dire ils vont sortir par rapport à la moisissure. Donc pour eux, ça rentre aussi dans la catégorie de shoretz min haaretz. Ça veut dire même si c'est pas directement relié avec la terre, il reste vraiment qu'ils ont été créés. Ils ont été créés, ça va rentrer exactement dans la même catégorie que si ça a été créé directement d'un fruit. Il est clair que si quelque chose qui va ressortir d'un fruit, comme on va expliquer, on va voir tout de suite qu'il y a une différence entre si c'est un ver qui a été créé alors que le fruit se retrouvait lié directement à l'arbre, ou s'il est resté à l'extérieur. C'est-à-dire aussi on l'a cueilli et le ver a été créé alors qu'il n'était pas lié encore, alors qu'il n'était pas relié encore à l'arbre. Alors, effectivement, au niveau de la halacha, même si effectivement il y en a plusieurs avis qui vont l'interdire, il reste que dans le Shulchan Aruch, le Rama nous dit clairement que du fait que c'est quelque chose qui a été créé alors qu'il n'était pas lié à la terre, donc ça ne rentre pas dans l'interdit de la shoretz min haaretz. Dans la Torah, il est marqué Al teshaketsu et nafshotechem bechol hasheretz hashoretz. Donc il est marqué là-bas, donc du sheretz, donc tout ce qui est les reptiles, tout ce qui est les rampants, qui sont shoretz, donc qui vont ressortir. Et après, la Torah nous dit Veit kadishtem veitem kedoshim ki kadoshani. Donc vous devrez vous sanctifier parce que je suis moi-même saint. Velo titameu et nafshotechem bechol hasheretz haromes al haaretz. Donc encore une fois, l'interdiction elle revient et elle nous dit vous ne pourrez pas vous rendre impur par rapport à toute vermine et tout rampant qui rampe sur la terre. Alors d'après le Kaf HaChaim, il va dire donc du fait que le premier ordre qui a été donné dans la Torah, il y est marqué Bechol hasheretz hashoretz, donc tout reptile qui est rampant, qui va ramper. Donc de là, on apprend aussi peut-être que le fromage, si ça va ressortir, si de la pourriture du fromage, il va ressortir donc des petits vers, ils seront interdits. Or, si on regarde dans le Shulchan Aruch, il nous dit non, que l'interdiction elle est d'afka hashoretz min haaretz, donc qui ressort donc de la terre, qui ani Hashem amale etrem eretz Mitzrayim, parce que je suis Akadosh Baruch Hu, donc votre Dieu, qui vous a fait monter d'Égypte. Et de là aussi, on apprend, c'est aussi un lien avec le don de la Torah, comme c'est rapporté aussi dans la Gemara,
où il ramène au nom de Rabbi Ishmael, que si je n'avais fait monter les enfants d'Israël, si ce n'est que pour qu'ils ne soient pas, pour ne pas qu'ils se rendent impurs en mangeant des reptiles, en mangeant donc des vers et toutes sortes de petites bêtes, comme le font donc les Umot HaOlam, les autres nations, ça aurait été déjà suffisant pour moi. Rien que pour cette raison, c'est pour montrer à quel point l'interdiction et l'ordre de ne pas manger tout ce qui est lié aux reptiles, tout ce qui est lié à toutes sortes de choses qui sont pour nous considérées comme quelque chose qui est répugnant. C'est quelque chose qui est répugnant. Donc, de là, on apprend l'interdiction de manger un fruit ou un légume, ou même toute autre chose qui va ressortir, comme on voit très bien, que de ces interdits-là, on apprend aussi toutes les bestioles, ou tout ce qui va ressortir, ou tous les vers qui sont liés à la mer. Et comme c'est rapporté dans la Gemara, dans le traité de Makot, où là-bas, effectivement, on nous dit tous les interdits et qui sont liés à si une personne va les transgresser, alors il sera Chayav Malkut, c'est-à-dire qu'il devra être battu. Et la Gemara nous dit, dans le traité Makot, Daftet Zayin Amoudbet, au nom de Abaye, Achal Potita, ça veut dire s'il a mangé un reptile qui provient de l'eau, alors l'okarba, il fait 4 interdits. S'il a pris un verre, l'okechamesh. S'il a pris tsara, l'okeshesh. Donc 5. Donc il y a effectivement différents interdits au niveau d'une personne. S'il va manger des vers qui vivent dans le poisson ou qui proviennent directement de l'eau, il va enfreindre et il va transgresser 4 interdits. Les vers qui sont vivants dans les fruits ou les légumes, 5 interdits. Les insectes volants, 6 interdits. Pour cette raison-là, on voit que si une personne, elle va manger un aliment où il y a là-bas, on va donner l'exemple de 10 vers ou 10 insectes, il va sur chaque insecte enfreindre 5 interdits. Ça veut dire qu'il peut arriver à 50 interdits avec une date, par exemple, ou avec une cerise. Par rapport à cela, la Torah elle nous dit qu'on se doit de faire attention de tout ce que tu vas manger pour ne pas que Dieu nous en préserve, tu arrives à transgresser ces interdits-là. Il faut savoir que si, comme on a expliqué, par rapport aux fruits, c'est les fruits où on est sûr qu'ils ont été infestés, comme on va expliquer. Ça veut dire, là, si on a un fruit où on sait qu'il ne risque pas d'avoir là-bas d'insectes ou de vers, comme on va donner l'exemple des pommes, des poires, des oranges, des bananes, ça effectivement, on est sûr qu'ils ne sont pas infestés. Donc, il suffira tout simplement de les regarder. Si on voit que de l'extérieur, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas un trou, où on ne pense pas qu'il pourrait être suspect, qu'il y ait là-bas un insecte qui soit donc qui ait été créé ou qui soit rentré à l'intérieur, comme on a expliqué auparavant, du fait qu'il y a marqué
Ashoretz ala haaretz, ça veut dire que il est clair que il faut que l'insecte, il est dans l'intérieur du fruit. Ça veut dire que lorsqu'il est encore relié à l'arbre, il a été créé. Ça veut dire que la bête, elle n'a pas été créée, on va dire par exemple par la pourriture. On va donner un exemple. Si on a une pomme, ou si on a un fruit, où on est sûr qu'il n'y a pas eu de bête qui a été créée à l'intérieur, si on va venir, on va la manger, même si on sait par exemple qu'il y a, ou même si on a un doute qu'il y a devant un verre, si on va la manger tel que c'est, s'il n'y a pas un trou, s'il n'y a pas un endroit qu'on pourrait croire qu'effectivement il y a une bête qui est rentrée, automatiquement on pourrait le manger. Par contre, si on a un verre qui est rentré, qui est ressorti, automatiquement il devient interdit. Cela veut dire que l'interdiction qu'il y a, qui est rapportée dans le Shulchan Aruch, c'est d'Afka si c'est Hashoretz min haaretz, ça veut dire qu'on est clair qu'il provient, qu'il est sorti effectivement alors qu'il était sur la terre. Alors, pour cette raison-là, tous les insectes qui vont se créer, qui vont procréer dans le fruit ou dans le légume, il faut pour cela, pour qu'ils soient interdits, c'est qu'il faut pour cela qu'ils puissent sortir. Si maintenant il est encore à l'intérieur, si maintenant on a un doute, alors automatiquement on va dire qu'on se doit de devoir le vérifier. Pour cette raison-là, pour les fruits, qu'on est sûr qu'il n'y a pas eu de doute, on n'est pas obligé de devoir les ouvrir. Parce que même si effectivement il y a peut-être là-bas un insecte, vu que on est sûr qu'il n'a pas été créé alors qu'il était lié à l'arbre, alors on pourrait sans aucun problème le manger. Par contre, tous les fruits où ils rentrent dans une catégorie de fruits qui sont touchés. Lorsqu'on parle des fruits qui sont touchés, ça veut dire que c'est pas parce qu'on les a laissés. On va donner un exemple. Si on va mettre des fruits et on va les conserver, et par rapport à la conservation, il va avoir là-bas donc des vers qui vont procréer. Si maintenant on est sûr que les bêtes, les vers, n'ont pas procréé alors qu'ils étaient attachés à l'arbre, automatiquement il n'y aurait aucune interdiction. Par contre, tout ce qui nous demande une obligation, c'est si par exemple on sait qu'il y a des bêtes, il y a là-bas des insectes, il y a là-bas des vers qui ont procréé alors qu'ils étaient liés à l'arbre. Pour cette raison-là, on va dire les cerises. C'est très bien que ce sont des fruits qui sont touchés et qui sont touchés au moment déjà où ils sont sur l'arbre, ils sont déjà touchés. Ou la même chose, on va donner l'exemple des fraises. On sait très bien qu'ils sont touchés déjà qu'ils sont dans l'arbre. Ou bien on va donner l'exemple des choux-fleurs. On sait très bien qu'il y a là-bas des bêtes qui sont déjà à l'intérieur, au moment où ils sont déjà rattachés à la terre. Il est clair qu'on se doit de devoir les vérifier. Et lorsqu'on dit qu'on se doit de devoir les vérifier, c'est une obligation qui est de devoir les vérifier, non pas, comme on appelle avec un dégem, ça veut dire on va prendre une catégorie, on va prendre quelques-uns, on va les vérifier, on va se baser par rapport à ce qui va être vérifié. Et par rapport à ce qui va être vérifié, on va dire que c'est que ce qu'on a vérifié, ça va nous suffire pour pouvoir considérer toute la récolte comme des fruits qui sont sûrs, où il n'y a pas eu donc de contamination, où il n'y a pas eu là-bas de bêtes. Il ne suffit pas simplement de devoir les vérifier midgami, d'accord?
Mais on se doit de devoir les vérifier fruit après fruit. On ne va pas s'arrêter sur un nombre et de se dire par rapport à cela, on va avoir une idée de ce qui en est de l'état des fruits ou des légumes. Par rapport à ces obligations-là, comme on a dit, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter essentiellement, c'est tout ce qui concerne les fruits et les légumes. Les crabes, les vers qui sont dans le poisson, il est clair que, comme on nous a dit, il y a là-bas une personne qui va les transgresser, une personne qui va le manger, et qui ne va pas vérifier le poisson, et essentiellement au niveau de la tête du poisson là-bas, on retrouve effectivement beaucoup de vers. On trouve aussi, malheureusement, aussi à l'intérieur du poisson. Combien de fois on a vu, on nous a fait sortir des centaines et des centaines de vers qui étaient dans l'intérieur de la chair du poisson, comme le saumon, on peut aussi en trouver. Donc là, effectivement, il y a 4 interdits. Toutes les bêtes qui sont les insectes volants, on risque jusqu'à 6 interdits. Concernant, par contre, la halakha nous dit que si les insectes sont restés 12 mois à l'intérieur, on va donner l'exemple, s'ils sont restés, si on a conservé des fruits secs et on a réussi à les conserver pendant 12 mois, alors automatiquement, après 12 mois, on considère ça comme si que c'était du FR, comme si que c'était de la poussière. Et automatiquement, le Shulchan Aruch, dans Siman Pedaleh, dans ses Ifret, il nous dit que si c'est resté 12 mois, on n'aura aucun problème de pouvoir le consommer sans pour autant devoir les vérifier. Par contre, il faut faire attention qu'il n'y ait pas une possibilité que ces vers-là vont reproduire. C'est-à-dire, si on arrive à bloquer qu'il n'y ait plus de reproduction, automatiquement, on pourra les conserver. Par contre, si il risque qu'il y ait une reproduction, alors là, effectivement, on ne pourra pas les consommer. Pour cette raison-là, si on a conservé au congélateur, et on peut penser que, vu qu'ils sont conservés au congélateur, donc ça va arrêter de procréer donc des insectes, des bestioles, on pourrait penser qu'effectivement, ça serait bon. Ou la même chose, si on a conservé, si on a du miel ou du sucre, où là-bas, effectivement, il se pourrait qu'il y ait là-bas à l'intérieur des petits verres, on pourrait penser qu'effectivement, vu que 12 mois sont passés, ça serait bon. Le Pitré Tchouva, le Minchat Shlomo, ils disent que non, que c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que c'est vrai qu'on est sorti du problème que ça ne va pas procréer, mais de l'autre côté, on n'est pas sorti du problème qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans le traité de Yoredea, Siman Kouf Seif Aleph, que un ver ou un insecte entier rentre dans une catégorie de Bria. Bria, ça veut dire c'est un insecte qui est entier, c'est une bête qui est entière, et que là, le Shulchan Aruch, il nous dit que Afulu Be'elef, même si on a 1000 fois sa quantité, même s'il y a 1000 fois sa quantité, ça ne pourra pas s'annuler. Et là-bas, le Sifte Cohen, il nous dit, il ramène ça au nom du Rosh et du Rashba, qu'il n'y a pas de différence qu'elle soit vivante ou qu'elle soit morte. Pour cette raison-là, il nous dit que si on a des fruits ou des légumes, on va donner l'exemple de brocoli, par exemple, ou de chou-fleur, où on va se dire que de toute manière, il reste dans le congélateur. Donc, la congélation, elle va aider, effectivement, que ça ne va pas procréer.
mais ça ne va pas nous faire sortir d'un autre problème qui est celui de Bria, de Issur de Bria, c'est-à-dire que c'est une bête qui est entière, et si elle est entière, automatiquement on ne pourra pas la consommer. Par rapport à cette situation-là, les poskim nous ont dit, alors encore une fois, je voudrais revenir sur un élément qui est important. Les fruits et les légumes qu'on sait qu'ils ont été atteints, alors on se doit de devoir les vérifier. Et lorsqu'on parle de les vérifier, on pourrait dire à Torah l'onitna le malaché acharet. La Torah n'a pas été donnée aux anges, elle a donné à nous, donc à kol taloui be'ene amorez, a priori, comme dit le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, c'est le maître de Maral de Beth Yosef. A priori, on pourrait se contenter de vérifier un fruit à l'œil nu et se dire, il n'y a pas de problème, je n'ai pas pour autant l'obligation de venir et de le décortiquer et de l'ouvrir et de prendre une table avec de la lumière comme il existe, comme on utilise. C'est une sorte de table où on va poser dessus la laitue, on va devoir la regarder et prendre un microscope, etc., etc. A priori, pour quelle raison on se doit de venir et d'être là, venir et à chercher? A priori, on devrait se dire, ça rentre dans une catégorie de fruits qu'on va regarder à l'œil nu. Si on voit qu'il n'y a pas de problème, ce n'est pas pour autant qu'on va être obligé de le vérifier. Or là, on parle sur une catégorie de fruits et de légumes qui rentrent dans un miout she'eno matsui. Ça veut dire que c'est une catégorie de fruits et de légumes où rares sont les cas où il va avoir là-bas des bêtes qui vont se trouver. Et même si on peut penser qu'il va avoir peut-être une bête, peut-être qu'on va dire que cette bête-là, elle a été créée non pas au moment où elle était accrochée à l'arbre, mais elle est sortie après. Donc automatiquement, ça ne va pas rentrer dans une catégorie de tolat qui serait peut-être interdit. Donc par rapport à ces éléments-là, il suffirait de vérifier, si on doit l'ouvrir, à quel moment l'ouvrir, si ce sont des fruits comme on a dit, des pommes, des oranges, des clémentines. S'il n'y a pas là-bas un élément qui pourrait nous faire penser qu'il faudrait le vérifier, c'est par exemple si on ne voit pas là-bas un petit trou ou quelque chose comme ça, on pourrait normalement manger, croquer une pomme sans aucun problème, croquer une poire sans aucun problème, manger une banane sans aucun problème, manger une orange sans aucun problème. Or, dans le cas où il y a des fruits et des légumes qu'on est sûr qu'ils sont atteints, que c'est une catégorie qu'on sait très bien, comme on va donner l'exemple des fraises, où là-bas les fraises sont encore plus problématiques parce que là-bas le vert prend la même couleur que la fraise qui est rouge. Et la pigmentation, elle prend exactement sa couleur et on a vu combien de fois, et on peut même le voir à vue d'œil, comment des fois il rentre et il sort. Maintenant, je vais vous dire, lorsqu'on est sûr où il y a là-bas, ça veut dire que c'est clair, il ne va pas suffire de devoir le vérifier, on va dire à 50% comme le rivache, il ramène à propos de fruits qui ne sont pas, qu'on est sûr qu'ils ne sont pas atteints, ou même qu'ils pourraient être atteints, et là-bas il suffirait donc de vérifier à 50%, et il ramène ça aussi au nom du Tashbetz. Là, si on est sûr qu'ils ont été atteints, on se doit de les vérifier un derrière les autres et non pas de regarder ça, on va dire, par lot. On devra les vérifier un après les autres. Donc, a priori, si on est sûr qu'ils sont atteints, alors on a l'obligation de les vérifier. Maintenant, pourquoi on nous dit, alors, comme on a rapporté au nom du Radbaz, à vue d'œil, ça devrait être bon. Et si on voit, si on ouvre par exemple, on va regarder une laitue à vue d'œil, pourquoi on va devoir mettre ça sur une sorte de table fluorescente
où il y a là-bas une lumière, une table où il y a une lumière, ou le regarder avec une loupe, a priori, comme c'est rapporté dans plusieurs halachot, maché et navrot, ce que l'œil voit. On n'est pas obligé de venir et de rapporter un élément qui va effectivement nous faire découvrir des petites bestioles qui sont peut-être vues au microscope. Et peut-être que tout simplement ces petites bêtes qui sont vues au microscope, comme on peut voir, effectivement il y avait toute une discussion halachique concernant l'eau. Est-ce que l'eau, elle se doit de voir être passée un filtre ou pas? Si on sait qu'il y a là-bas des petites bêtes, et on sait très bien qu'il existe peut-être des petites bêtes, mais ils sont minimes qu'on ne les voit pas. À cela, les poskim, ils nous disent, et c'est rapporté aussi dans mon livre, Ramashemesh, sur les lois de Kashrut. C'est comme ça aussi que j'ai écrit longuement à mon ami le Rav Amram Ederi, qui a écrit un sefer qui s'appelle Shut Hamadavar, où là-bas il ramène longuement la question de savoir que si on habitue notre œil, je peux vous assurer qu'on peut les voir, les petites bêtes. Maintenant, le microscope, il va venir nous aider à faire agrandir quelque chose qui est déjà existant. À savoir que tous les petits points noirs que vous voyez, ce sont des bêtes, et on le sait que ce sont des bêtes. Ils portent chacun un nom, que ce soit un puceron, que ce soit un autre nom. Il a chacun sa particularité, et dans chaque aliment, on va les retrouver. J'avais fait un cours longuement sur les feuilles d'algues. Effectivement, les feuilles d'algues, elles sont brûlées, c'est-à-dire lorsque elles passent dans un système de centrifugeuse, ce qui va dégager toutes les toxiques et qui va automatiquement les rendre aptes à être mangées. Il faut savoir qu'il y a des petits crabes, des calamars, des petites crevettes qui sont toutes petites, qui vont venir rentrer dans ces feuilles. Alors, lorsqu'elles vont passer par cette centrifugeuse, lorsqu'elles vont être nettoyées, lorsqu'elles vont dégager toutes les toxiques qui sont noires, pour qu'après elles puissent être aptes à être utilisées et mangées, quand je suis parti en Thaïlande, on a vu effectivement qu'elles sont nettoyées. Mais ces petites bêtes-là, elles restent encore à l'intérieur. Les algues en elles-mêmes, les feuilles d'algues, à l'intérieur, elles les protègent. Donc, lorsqu'elles vont après passer par un système de rouleau compresseur avec une chaleur très forte pour que ça va pouvoir les aplatir, ça va me dire maintenant qu'est-ce qui va rester? Elles sont propulsées, elles sont brûlées, qu'est-ce qui va rester? Eh bien, sachez que ces petits calamars, sachez que ces petites crevettes, elles sont là et on peut les voir. Elles sont effectivement écrasées, elles sont mortes, mais elles sont entières. Donc, comme le Shulchan Aruch ramène dans Yoredea, comme on a cité le Siman Kuf Aleph, ou là-bas, le Siman Kuf, Seif Aleph, il n'y a pas de différence qu'elles soient vivantes ou qu'elles soient mortes. Elles ont un digne de bria, elles sont entières, peut-être écrasées, mais elles sont entières. Et si on va la manger, ben, on va transgresser, comme on a cité, plusieurs interdits. À savoir que sur chaque petite bête qui va ressortir, on risque de transgresser jusqu'à 6 interdits. Je ne parle pas aussi les feuilles de vigne, où là-bas on est sûr qu'il y a là-bas des bêtes. Je ne parle pas aussi des brocolis, on est sûr là-bas qu'il y a des bêtes. Et dans ces bêtes-là, on va transgresser jusqu'à 5 interdits sur chacune. Alors effectivement, il y a aujourd'hui des solutions à cela. Il y a des solutions, à savoir que même une fois que... Alors, ne pensez pas que parce qu'il y a une cacheroute sur ces feuilles d'algues, qu'automatiquement elles sont cachères. Ils sont cachères pour nous assurer qu'effectivement ce sont bien des feuilles d'algues et non pas d'autre chose, qu'il n'y a pas d'autre chose qui ont été mélangées, mais ça ne rentre pas dans la catégorie ça n'assure pas qu'effectivement elles ont été vérifiées. Donc on se doit de les vérifier. Et comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, il existe sur la feuille d'algue un côté qui est plat et un côté qui est gaufré. Il faudra regarder ces lignes-là et passer une après les autres, et tout ce qui pourrait paraître
quelque chose qui pourrait être, même s'il est petit, en général, il a une couleur, il a une texture différente. Il tourne des fois un petit peu au jaune ou orange. Aujourd'hui, bon, on vous a facilité parce qu'il existe des feuilles d'algues qui sont avec le Badatsikou d'Arabanim, avec la cacheroute où on est passé, où les mashgichim sont passés une après les autres. Mais ou sinon, si on les mange, on en fera 5 interdits de la Torah sur chacune. Alors, la même chose pour les brocolis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas pareil? Si on est sûr que ce sont des fruits ou des légumes qui sont touchés, ces fruits et légumes qui sont touchés, il faudra, alors pour les fraises, on va donner l'exemple, on devra couper le haut de la fraise, 1 mm. On va retirer donc le haut de la fraise avec donc sa feuille. On devra les mettre pendant 3 minutes dans de l'eau savonneuse. L'eau savonneuse, elle va aider pour pouvoir les dégager, pour pouvoir les faire partir. Après le ravailler, comme ça, on a aussi l'habitude de faire, on devra aussi prendre une brosse et passer la brosse dessus pour nous assurer qu'effectivement, il n'y a pas de petites bêtes qui vont rester dessus accrochées. Et bien sûr, il faut prendre une catégorie numéro 1. Maintenant, vous allez me dire, effectivement, aujourd'hui, ça devient très compliqué, et surtout, on va mettre des fraises, on va commencer à les gratter, qu'est-ce qui va rester de la fraise? Ou même, ça va perdre toute sa teneur. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des périodes où les fraises sont touchées complètement, comme il y a des périodes aussi au niveau des fruits rouges. Quand on parle déjà des fruits rouges, il faut savoir que les groseilles, les myrtilles, interdiction de les prendre. Impossible de pouvoir les vérifier. On va expliquer maintenant dans quelle situation on pourrait le faire. Les fraises, effectivement, elles sont là, mais on se doit de les vérifier. Maintenant, ces catégories-là, si on va s'arrêter dessus, aujourd'hui, il y a des produits qui vont faciliter, un produit qui s'appelle Bedek, qui va effectivement faire le travail du savon. On a mis en place aujourd'hui, mais il s'est avéré que ce produit-là, ou certains de ces produits-là, avaient là-bas des toxiques qui étaient néfastes, qui n'étaient pas bons. Donc aujourd'hui, on a mis en place, avec le Badatsikou d'Arabanim, un produit qui est à base naturelle à 100%, qui s'appelle Naturama, qui est en voie d'être mis sur le marché, où effectivement, il a une force de pouvoir nettoyer même des légumes ou des fruits qu'on est sûr qu'ils sont touchés à 100%. Ça veut dire il a une force qui va faire deux choses. Un, il va rentrer à l'intérieur, il va tuer toutes les petites bêtes qui sont à l'intérieur, et il va aussi aider à ce qu'ils vont sortir du fruit ou du légume, et ils vont automatiquement flotter. On devra bien sûr les laver 2 fois ou 3 fois, et après on pourra les consommer. Les fruits secs, on se doit de les ouvrir. Les figues, très compliqué. Très très compliqué. Les fruits secs, quand je parle des figues sèches, les figues qui sont frais, c'est déjà moins compliqué, mais on se doit bien sûr parce que effectivement sa texture, elle nous donne une difficulté de pouvoir les regarder. Donc, quelle est aujourd'hui la solution? Alors, il y a des solutions pour les brocolis, pour les choux-fleurs. On les a fait, ils se trouvent aujourd'hui sur le marché français avec le Yichud Arabanim. On a mis en place, on est parti, on les a fait, donc on les a mis, c'est-à-dire ils sont retrouvés à fleurir dans des serres fermées, où effectivement il n'y a pas de crainte qu'il y ait là-bas toutes sortes de bêtes qui vont venir et qui vont rentrer dans le bourgeon. Bien qu'effectivement il y avait un grand problème, ce qu'on appelait le zvouv aminara, ça veut dire que c'est une sorte de mouche qui va rentrer, qui va s'installer dans le bourgeon et qui après, lorsque le légume il va continuer à s'ouvrir,
à grandir, le zvouv va rester là-dedans à l'intérieur. Donc ça aussi, on a trouvé une solution. Il y a aussi effectivement des tests qui se font constamment. Et ces légumes-là, comme les brocolis, comme les choux-fleurs, où on est sûr qu'ils sont touchés, on ne peut les manger que s'ils se trouvent dans cette catégorie-là de serre. Et quand j'ai parlé du zouv aminara, de cette mouche-là, qui va venir, qui va rentrer dans le légume, cette mouche-là, à l'heure actuelle, même avec le Naturama qu'on a mis en place, ce produit-là n'a pas la possibilité de pouvoir faire ressortir quelque chose qui se trouve à l'intérieur et qui n'est pas encore sorti. Ça va aider pour ceux qui sont les mouches qui se trouvent à l'extérieur ou les petites bêtes qui se trouvent à l'extérieur. Donc pour cette raison-là, ces types de légumes-là, impossible de pouvoir les consommer si ce n'est qu'avec une cacheroute de bédek. On est sûr qu'ils ont été donc qui sont retrouvés à pousser dans des serres qui sont fermées complètement hermétiquement, où on est sûr qu'effectivement il n'y a pas eu de bêtes qui sont rentrées. Quelle est la solution maintenant pour le pétrosilia? Quelle est la solution pour l'ananas? Pour toutes ces feuilles où effectivement là-bas on est sûr qu'ils ont été touchés. Le céleri aussi. Le céleri se doit de le nettoyer à l'intérieur, de nettoyer, mais il y a effectivement des petites feuilles. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes les feuilles? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui aussi avec les épinards? La solution, c'est de bien les nettoyer, de les laver et après de les mixer. Maintenant, lorsqu'on va les mixer, on va faire en sorte qu'on va éviter qu'il existe. Alors maintenant, quand je parle de mixer, il faut que ce soit mixé d'une manière assez petite pour nous assurer qu'effectivement, il n'y ait pas de petites bêtes qui vont rester être entiers, comme c'est rapporté, comme on a cité dans le journal qui aurait à Siman Pouf. Effectivement, il y a le problème de bria. Lorsqu'elles sont mixées d'une manière qui sont coupées en tout petit, effectivement, quand tu vas couper la feuille ou le légume, automatiquement, on va couper en même temps aussi les petites bêtes qui sont là-bas à l'intérieur. Ah, maintenant, la question qui est demandée, c'est on sait très bien, comme c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, que l'homme vatlim isur melachatchila n'a pas le droit de venir et d'annuler un interdit et de le faire ça avec les mains. Ça veut dire on sait qu'il y a là-bas des bêtes et avec tout ça, on va venir, on va les écraser. Alors à cela, le Mishkenot Yaakov, rapporté aussi dans le Kaf HaChaim, et le Pitrei Tshuva, et le Pri Megadim, ils nous disent, au nom aussi du Trumat HaDeshen, que ce n'est pas une interdiction de Mevatel Isur Melachatchila. On ne va pas venir et on va annuler un interdit. Parce que Mevatel Isur Melachatchila, c'est par exemple un exemple très simple. On sait qu'il y a un interdit et on va venir, on va rajouter du permis, on va rajouter 60 fois plus. Et là, effectivement, en faisant ça, on va être Mevatel. On sait qu'il y a un interdit qui est là, qui est présent. Là, on sait qu'il y a un interdit, mais là, c'est pour pouvoir, c'est ce qu'on appelle un tikkun. C'est de cette manière-là, en faisant ça, on est metaken, on va réparer et on n'est pas mevatel. Ça veut dire en faisant ça, on va réparer qu'il n'y ait pas là-bas des petites bêtes. Pour cette raison, on nous dit on devra les nettoyer, première étape. On devra vérifier. Et si maintenant on est sûr qu'il reste quand même là-bas des petites bêtes, en les coupant d'une manière très très fine, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème de bria, qu'il y a des bêtes qui sont entières, et automatiquement on pourra donc les consommer. Donc, l'interdiction de consommer des fruits et des légumes, elles sont que même si on se dit ils sont très 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 petits, on ne peut pas les voir. Déjà, il faut savoir on sait qu'ils sont là. Et à l'œil nu, on peut aussi les voir. Maintenant, ça va venir nous aider, le microscope, ça va venir nous aider pour effectivement nous assurer de les voir en entier. Et une personne qui vient, qui se dit, je viens, je les lave, je me rends quitte, en faisant ça, il risque de transgresser énormément d'interdits.